Bien, bonjour à toutes les personnes qui sont à l'heure. Je coupe le micro de tout le monde, donc vous ne pouvez pas parler, c'est volontaire. On risque d'attendre un peu de monde, donc je ne veux pas que tout le monde puisse parler en même temps ou qu'on entende les bruits de chacun. Donc, a priori, je devrais être le seul à pouvoir parler. La réunion d'aujourd'hui est prévue en fait pour vous présenter ce que c'est que la facturation électronique et essentiellement dans le contexte d'Odoo. Donc, je vais me présenter. Vous voyez deux personnes qui sont Sébastien Lange et Alicia Boulet, qui sont de la société Subteno, qui est partenaire Odoo, qui fait des intégrations pour de nombreuses sociétés, et avec lequel je travaille main dans la main, avec ma société qui fait aussi de l'intégration, qui fait aussi de la formation, et avec mon autre casquette qui est d'être expert comptable dans le cabinet Copagex. Donc, je représente à la fois Copagex et une autre société qui s'appelle non commercial Eketis. Et donc, du coup, avec Subteno, nous avions décidé de faire cette réunion puisqu'il y en avait de nombreuses demandes de nos clients qui s'inquiètent de ce qu'est la facture électronique, en fait. Derrière ce mot se cache plein de sujets. Donc, du coup, je vais vous partager finalement une présentation qu'avait faite la société Odoo, qui était plutôt bien faite. On avait présenté d'autres, mais finalement, celle-ci est bien faite, elle représente tous les sujets et évidemment présente comment on peut faire dans le logiciel Odoo. Donc, je vais vous présenter mon écran. Alors, évidemment, tout le monde n'utilise pas Odoo, on est d'accord. C'est pas vraiment le sujet, c'est juste parce que ça permet aussi en même temps de présenter concrètement ce que ça peut être la facturation électronique. Et donc, pourquoi Odoo? Parce que déjà, c'est un logiciel de gestion intégrée, donc qui permet de gérer vraiment pas mal de flux d'entreprises, si ce n'est tous, y compris ceux qui ne sont pas forcément comptables. Et c'est pour ça aussi qu'on est partenaire Odoo en tant qu'expert comptable. Et en plus, ils ont choisi d'être partenaire agréé officiel pour la partie facturation électronique, notamment en France, mais en fait, vous allez voir que c'est un sujet européen. Donc, qu'est-ce que c'est que la facturation électronique? Alors, je vais aller assez vite dans la présentation. Il y a 3 dates importantes en France. La première qui arrive très rapidement, qui va concerner pour l'ensemble des flux qui sont sujets de cette facturation électronique, de ce qu'on appelle la facturation électronique, et qui est donc pour les grosses entreprises le 1er septembre 2026 et pour les petites entreprises aussi pour septembre 2026, mais le périmètre n'est pas le même. En fait, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre dans la facturation électronique, c'est que c'est un système qui va permettre d'envoyer les factures et de recevoir les factures entre les entreprises, mais il y a l'État entre les deux entreprises. Et donc, c'est pour ça que l'État n'ayant pas forcément les moyens techniques de gérer tous les flux de toutes les entreprises, a décidé finalement d'avoir des partenaires, donc des plateformes agréées, qui sont sécurisées évidemment, mais qui vont permettre de faire le transfert entre entreprises. On va discuter entre elles. Et puis, par contre, il y a au milieu ce qu'on appelle la plateforme publique, en fait, qui va servir à la fois d'annuaire et de réceptacle de toutes les transactions. Donc, si vous avez bien suivi, en fait, l'État va tout le temps être au milieu et donc, du coup, va recevoir en permanence tous les flux de toutes les entreprises. 1er septembre 2026, toutes les petites entreprises devront recevoir des factures. Quand on dit petites, c'est toutes les entreprises qui ne sont pas des très grandes entreprises ou des ETI. Recevoir les factures, ça veut dire recevoir via une plateforme agréée les documents de facturation des entreprises qui auront l'obligation ou qui auront choisi de les émettre. J'expliquerai ça après. Et les très grandes entreprises, donc, elles ont l'obligation en même temps de faire l'émission des factures, donc de coup de ne plus transférer les factures seulement par PDF ou par courrier, mais uniquement par des voies informatiques. C'est ça qu'on appelle la facturation électronique.
L'électronique, c'est en fait ce système d'échange de données via des plateformes. Ça n'empêchera pas forcément d'envoyer par courrier ou par PDF des factures. Mais par contre, le seul moyen légal d'envoyer et de recevoir des factures, ce sera ces plateformes. Et puis, il y a le petit mot e-reporting sur lequel on reviendra après. 1er septembre 2027, par contre, tout le monde devra être à jour. Tout le monde devra avoir sa plateforme agréée et devra être en capacité d'émettre des factures sous le format électronique choisi par l'Europe. Et en 2030, tous les États seront interconnectés. Donc, c'est un gros chantier. Alors, à quoi ça sert la facturation électronique? C'est notamment le fait que, comme tout le monde va utiliser les mêmes systèmes qui sont autorisés, il doit y en avoir 2 ou 3, que tous les logiciels vont savoir les lire, et bien du coup, le format étant standardisé, il n'y aura plus personne qui va dire ah bah oui, tiens, je ne comprends pas la facture parce que en haut à droite il y a la facture, il y a l'adresse, en haut à gauche il y a un numéro de TVA, on ne sait pas où il est. Les factures d'EDF par exemple, vous avez votre numéro de TVA intracommunautaire de EDF qui est sur un livret sur le côté de la facture. Tout ça, on s'en fiche en fait finalement puisque il y aura un format standardisé et électronique, et donc du coup les ordinateurs sauront lire les serveurs sauront lire ces données de manière standard. Et après, il y aura éventuellement une partie visuelle. Pour les flux de paiement, on parle de faciliter les flux de paiement parce qu'en fait, les factures arrivant directement dans les outils de comptabilité ou de gestion commerciale des entreprises, évidemment, normalement, il ne devrait plus y avoir de petits mots comme on entend de temps en temps. Ah bah, j'ai pas reçu votre facture, je ne sais pas, ou qu'en fait, tout le monde saura exactement ce qui a été mis et si c'est reçu, si c'est pas reçu, etc., etc. Donc, de toute façon, il y aura forcément des traces pour tout le monde, en fait. L'État, oui, mais aussi pour les entreprises. Et la transmission sécurisée parce que les standards euh, réclamés aux plateformes agréées font que la sécurité est censée être de mise. Ensuite, ça fonctionne sur un système qui existe déjà, qui est transeuropéen, presque mondial en vrai, mais il y a au moins 37 pays qui savent les utiliser. C'est un système qui s'appelle PayPal. Alors, on en avait déjà entendu parler avant. À titre personnel, au niveau du cabinet, j'avais commencé à mettre ça en place. En fait, c'est déjà un système d'échange de données et de données comptables, voire même de données parfois pour des bons de commande ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment transversal et en fait, c'est l'outil qui a été utilisé pour l'annuaire et pour Chorus Pro, par exemple. Donc, ce système va toujours continuer à fonctionner. Par contre, il est plus adressable automatiquement via les logiciels. Il faudra forcément passer par une plateforme agréée qui, elle, se connecte à PayPal pour pouvoir faire des échanges de données entre plateformes, puisqu'il y a plusieurs plateformes. Il y en a, je crois, 120, 130, quelque chose comme ça. Donc, Odoo n'est pas la seule, évidemment. Mais par contre, donc, du coup, ce système-là permettra d'échanger les données entre les plateformes agréées et avec l'État. Donc, la plateforme agréée, elle sert à quoi? En France, en tout cas, d'autres pays choisissent d'autres façons de faire, peu importe, mais en tout cas, en France, ce qui a été choisi, c'est donc du coup d'utiliser des plateformes privées, donc des entreprises privées, qui prennent en charge en fait l'échange de facturation entre les entreprises, y compris aussi les échanges, par exemple, pour indiquer qu'un paiement est en cours, éventuellement que la facture est refusée, enfin plein de contrôles qui peuvent être faits autour des facturations. Et donc du coup, la plateforme agréée est en charge de gérer ça. Donc en France, voilà comment ça fonctionne. Le schéma est finalement relativement complexe, puisqu'on pourrait se dire qu'on pourrait très bien aller directement de l'émetteur au récepteur sans passer par quoi que ce soit. Mais c'est pas ce qui a été choisi, vous voyez. Donc du coup, si on est par exemple dans un logiciel comme Odoo, par exemple, donc on émet une structure qui passe par la plateforme qui est un serveur, qui va transiter par PayPal, qui va arriver dans une plateforme agréée pour celui qui doit recevoir la facture, et puis la personne, le récepteur, donc le logiciel, va pouvoir transmettre une donnée à un utilisateur
qui va pouvoir lire les informations. Et entre les deux, eh ben, on a le PPF, on appelle ça la plateforme publique, enfin le portail public de facturation, qui a un rôle principal qui est l'annuaire des entreprises. Donc c'est géré via le système, alors on y accède via Chorus, mais en fait son rôle c'est d'avoir une sorte d'annuaire de toutes les entreprises qui sont soumises à cette obligation. Ce qui permet aussi, il existe des liens, enfin en tout cas on peut aller contrôler, qui permet d'aller contrôler que telle ou telle entreprise est ou non inscrite sur une plateforme, et même y compris de savoir si une entreprise doit l'être. Parce qu'en fait, finalement, quelque part, les entreprises n'ont pas forcément nécessité, n'ont même peut-être même pas ni l'obligation, ni même le pouvoir de s'inscrire, parce qu'elles ne sont pas assujetties à TVA, par exemple, ou ce genre de choses. Donc après, il y a des complexités à gérer, mais sur le principe, c'est uniquement les entreprises qui sont dans le scope là, de la facturation électronique qui seront dans cet annuaire. Et puis, évidemment, on a la DGFiP, puisque leur grand rêve, c'est d'avoir la TVA automatisée à un moment ou à un autre. Pas un peu de contrôle fiscal permanent, mais c'est un peu ça. Ensuite, comment ça marche? En fait, il faut s'inscrire donc sur une plateforme agréée, peu importe laquelle. Là, nous, on parle de celle d'Odoo. Et chaque entreprise doit avoir au minimum ce qu'ils appellent endpoint. Alors, qu'est-ce que c'est un endpoint en informatique? C'est une adresse, en fait, informatique qui permet de dire tel numéro correspond à telle entreprise, à tel endroit. Donc, les formats qui sont utilisables, c'est sirène, plus éventuellement un suffixe. Éventuellement, ça peut être un sirène tout simple. Ça peut être aussi un sirette. Et sinon, ça peut être un sirette plus, en plus, un code qui permet d'identifier des services différents dans l'entreprise. Dans Odoo, par exemple, on peut utiliser ce qu'ils appellent un seul endpoint dans Odoo. Alors en fait, c'est vrai sans être vrai, puisque comme c'est indiqué, si vous avez par exemple plusieurs établissements dans une entreprise et que vous voulez que chaque établissement reçoive ses factures, il suffit de dire que chaque établissement est une branche d'activité avec son propre numéro SIRET. Ça, c'est des choses à voir avec votre intégrateur, mais sur le principe, du coup, ça peut fonctionner. De la même manière, on peut très bien avoir une base de données avec plusieurs entreprises dans Odoo. Et donc, du coup, dans Odoo, on va pouvoir gérer plusieurs entreprises qui chacune aura son propre identifiant au niveau de la plateforme agréée. Souvent, le plus simple, c'est quand même le numéro sirène qui correspond finalement à l'identifiant unique de la société ou de l'entreprise individuelle et qui l'identifie de manière unique. Ensuite, quand on dit sirène, c'est les 5 derniers chiffres du numéro d'identification qui, lui, ces 5 derniers chiffres, identifient plutôt un établissement. Quand on est mono-établissement, il n'y a pas d'intérêt de choisir un sirène, par exemple. Mais bon, les cas peuvent être multiples et donc du coup, il y a des choix qui sont à faire. Je sais que nous, au niveau du cabinet, la plupart de nos entreprises sont mono-établissements, souvent même mono-dirigeants. Il n'y a pas, voilà, c'est pas qu'il n'y aura pas de choix. Enfin, en gros, le numéro sirène suffira. Après, je vois parmi les participants des entreprises qui ont plusieurs établissements en France, mais peut-être qu'effectivement, il pourrait être fait le choix de dire, écoutez, oui, ok, on va créer des branches d'activité, puisque on veut pas forcément que les factures qui concernent l'établissement de Lyon arrivent à Marseille et que donc du coup, on va créer 2 établissements. Enfin, on a déjà 2 établissements. Et dans le logiciel, dans Odoo, on va créer donc 2 branches d'activité avec 2 numéros SIRET et du coup pouvoir recevoir les factures à 2 endroits différents. Donc ça, c'est à voir avec l'intégrateur évidemment, et c'est des choses qui sont possibles. Ensuite, il y a des formats. Je vous disais qu'il y avait 2 ou 3 formats qui étaient existants. Il y a un choix qui a été fait là dans Odoo, c'était d'utiliser essentiellement un format qui est, on va dire, universel au niveau européen, qui est un truc qui s'appelle UBL. On va pas aller rentrer là-dedans. Il y a 3 choix. En règle générale, ils sont tous gérés dans Odoo, mais le principe, c'est de pouvoir envoyer des factures. Donc, ce qui est indiqué ici, c'est que Odoo, c'est géré en entrée n'importe quel format qui est prévu par les textes européens. Et pour l'envoi, il a été fait un choix qui est celui qui s'appelle UBL,
Donc le premier de la liste, pour un choix technologique tout simple, c'est que à la base, Odoo est une société qui est peut-être internationale, mais dont le siège est en Belgique. En Belgique, ça fait des années que c'est mis en place, et c'était le système UBL qui avait été mis en place. Donc, ils ont préféré utiliser des choses qu'ils connaissaient déjà à fond pour pouvoir gérer cet envoi sans délai. Mais rassurez-vous, si des entreprises allemandes, italiennes, belges vous envoient des factures et que ce soit dans ces formats-là, ça fonctionnera. Si des entreprises françaises qui utilisent d'autres plateformes agréées, d'autres logiciels, vous envoient des factures avec un format qui est agréé, vu qu'il n'y en a que 3 et qui sont gérés, vous n'aurez aucun problème pour pouvoir recevoir ces fichiers. Ensuite, pourquoi on parlait de sécurité? Parce que, bon, peu importe les qualifications, ça va parler à peu de personnes, mais bon, donc du coup, il y a des normes, elles sont respectées. Et puis ensuite, il n'y a pas de données particulièrement importantes qui pourraient identifier les gens qui sont transcrites, en tout cas pas forcément tous les montants, mais enfin, en tout cas, le but, c'est de pouvoir dire, OK, traçabilité, il y a bien un numéro de facture avec un numéro unique, avec quelques références et qui permettent de vérifier que une donnée n'est pas perdue, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça on parle de sécurité, parce que dedans, a priori, il n'y a pas de données monétaires, quoi. Ensuite, là, on parle plutôt de Odoo. Il y avait il y a un choix technologique qui a été fait, c'est que ça a été développé sur une base technologique qui était Odoo 18. Alors ça parlera à personne, mais c'était parce que c'était une base technologique chez Odoo qui est très stable et qui continue finalement à être développée au travers de différentes versions qui ont essentiellement des des nouvelles fonctionnalités, mais pas nécessairement de grosses modifications dans l'esprit du développement du logiciel. Et puis, il est prévu de faire ce qu'ils appellent un backport vers la version 17, pour les gens qui sont encore sur la version 17. Et pour l'instant, on n'a pas encore de date, sauf si je me trompe. Donc, toujours est-il que ça veut dire que c'est développé pour l'avenir, un peu moins pour le passé. On est d'accord. Sur le principe, c'est un peu comme ça. Ensuite, ceux qui l'ont déjà fait, je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont déjà passé ce cap de s'inscrire. Donc, il y a quelques formalités à remplir. Alors après, dans d'autres logiciels, ce sera peut-être différent. Mais en tout cas, dans Odoo, donc la façon de le faire, c'est d'appuyer sur un bouton, hein, qui est situé à différents endroits en fonction des versions dans lesquelles on est. S'authentifier. Ensuite, il y a besoin d'être authentifié en tant qu'une personne responsable de la société. Et ça, c'est le problème à peu près partout. C'est que parfois, on a des holdings qui sont la gérante de la société et on se retrouve avec un petit problème, c'est que pour signer un papier, il faut être une personne physique et du coup, elle n'est pas forcément retrouvée. Et c'est pour ça. Alors maintenant, c'est en français, mais là, le texte était en anglais à l'époque. S'il y a des problèmes de ce type de vérification, il faut forcément contacter un support technique qui est présent, évidemment. Ensuite, une fois qu'on s'est connecté à ce système-là, donc du coup, il y a des authentifications qui sont assez lourdes, qui permettent de vérifier qu'on est bien la bonne personne. On reçoit un code via un email, puisqu'on a donné un email au départ, donc il faut que ce soit un vrai email, pas forcément un email de CRM ou un truc qui tombe nulle part. Donc du coup, il faut que ce soit un vrai email de personne qui va réellement recevoir un mail dans son téléphone ou dans son ordinateur et qui doit correspondre donc à la personne. Mais l'email n'a pas d'importance finalement. On peut très bien s'appeler comme là le patron de Odoo et puis recevoir un mail chez machin truc @hotmail.com. Enfin, ça c'est pas vraiment le problème. L'essentiel, c'est de recevoir ce mail. Je vois qu'une personne a une question. Je vous demanderai éventuellement de mettre votre question dans le chat qui est disponible en bas à droite de votre écran, si vous avez une question.
Ça me permettra de lire la question et puis éventuellement de pouvoir y répondre. Mais si j'ouvre les micros de tout le monde, ça va être infernal. Toujours est-il que, donc du coup, on s'authentifie et on doit donner une pièce d'identité. Éventuellement, si vous posez des questions ici, comme vous voyez, il y a une personne qui a déjà mis un message pour dire vous pouvez mettre le message. Peut-être que Alicia saura répondre ou alors sinon. Alors la question qui est posée, c'est s'il y a un changement de dirigeant. Bah, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Désolé pour pouvoir mettre à jour. Mais en fait, le problème dans l'histoire, c'est comme pour les contrats de leasing, en fait. Hein. À un moment, un instant T, la société décide de s'inscrire à une plateforme. La personne qui était en capacité d'engager la responsabilité de l'entreprise signe un papier. Et puis, si le dirigeant change, il y a pas de raison que le contrat ne continue pas. C'est la société qui souscrit. Par contre, il faut que ce soit un dirigeant au moment où on s'inscrit qui correspond, enfin, quelqu'un qui est en tout cas en capacité de faire cette action, qui s'inscrivent sur la plateforme à l'instant T. Et après, j'aurais tendance à dire, une fois que c'est inscrit, il n'y a pas de raison qu'on remette en cause la signature d'une personne qui avait le droit de signer à un moment donné. Sinon, il faudra refaire tous les contrats de leasing aussi en permanence, et c'est pas le cas. C'est vraiment un contrat qui est passé. Enfin, après le contrat, peu importe, là, il y a la mise en page ici était pourrie. Enfin, vous voyez, la carte d'identité, je vous passe tous les détails. Il y a juste un petit détail quand même qui est important. Ici, vous avez un QR code. Quand vous vous inscrivez, en fait, vous pouvez le faire à partir d'un ordinateur. Mais pas de bol, vous n'avez pas de PDF avec votre carte d'identité qui est bien fait. Vous n'avez pas forcément votre passeport en format PDF. Et donc, du coup, ce QR code, il sert à un truc tout bête, c'est que vous le flashez avec votre téléphone, enfin votre smartphone, excusez-moi, et avec votre smartphone, et du coup, ça vous envoie sur la page qui vous permet de continuer l'authentification avec votre téléphone. Et sur votre téléphone, comme il y a généralement un appareil photo, eh bien, vous pouvez, du coup, à ce moment-là, prendre en photo votre carte d'identité ou votre passeport. Pour l'avoir déjà fait, je sais que ça fonctionne pas mal. Ensuite, tac. Donc, vous recevez un petit document. Alors, évidemment, c'est pas du lorem ipsum. C'est un vrai contrat qui dit que voilà, vous êtes inscrit, félicitations. Et ça passe via hop là, une plateforme. Alors, pourquoi ça s'affiche comme ça? Voilà, il y a un truc qui s'est affiché. Enfin, bon, ce qui est inscrit en bas, là, c'est qu'en fait, ça passe par une plateforme tierce qui est habilitée à analyser votre document d'identité et à vous fournir ce document. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que s'il y a un changement de responsable, ça ne change rien, en fait. Ah, c'est juste un contrat qui est signé à un instant T au nom d'une société par un responsable à cet instant T. Donc, sauf à dire que le responsable n'était pas responsable, ça pose, enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. Si je reviens en arrière, le responsable, quand on voit ici Monsieur Pinkers, c'est parce que au moment où on s'inscrit, on a cet écran-là qui est ici, là, et cet écran, en fait, juste au-dessus de Begin Authentification, maintenant qui s'appelle donc Commencer l'authentification, juste au-dessus, en fait, apparaît le nom d'un des dirigeants qui est inscrit en tant que personne physique sur les registres du commerce. En l'occurrence, ils utilisent Infogreffe. Donc ça peut être une de ces personnes et pas une autre. Donc du coup, il n'y a pas de raison que cette personne-là, puisqu'elle était inscrite sur Infogreffe, n'était pas ne correspondait pas à un responsable. Ensuite, on arrive avec les documents, pop, pop, on récupère tous les documents et puis on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton. Ça s'appelle refresh, ça peut être activé si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait en amont, etc. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous êtes inscrit, vous avez la possibilité éventuellement d'enregistrer votre entreprise sur la phase pilote qui a été enregistrée en tant qu'utilisateur de la plateforme avant l'échéance. Et vous avez un écran qui se passe, qui est comme ça, qui donc reprend un certain nombre de données. Donc là, encore une fois, hein, c'est sur Odoo, c'est comme ça. Vous avez donc le contact qui avait été enregistré au départ.
un journal d'enregistrement des factures et la possibilité de décocher ou cocher cette case qui permet d'aussi envoyer les factures. C'est-à-dire qu'en fait, dès le 1er septembre 2026, rien ne vous oblige à ne faire que de la réception. Par contre, si vous êtes obligé de faire de l'envoi, vous êtes obligé de cocher cette case. Mais une petite entreprise peut très bien cocher cette case-là aussi et décider d'envoyer ses factures et le e-reporting, sur lequel je reviendrai après, et éventuellement même de participer à la phase pilote. Et vous avez en plus, donc, en fonction de votre régime fiscal au niveau de la TVA, différentes obligations. Enfin, c'est des obligations, c'est juste des délais d'envoi de documents. Ensuite, comme je vous disais, la phase pilote, c'est pour pouvoir tester. Je vais pas forcément y revenir. Et ensuite, qu'est-ce qui change? En fait, il y a quelques petites choses qui changent, mais en termes de fonctionnalité, quels que soient les logiciels, quelque part, c'est juste le fait de faire des factures et d'envoyer et de recevoir des factures. Ça change pas en fait. Quel que soit le logiciel, vous allez avoir de toute façon toujours la possibilité d'émettre de faire des devis, de faire des factures. Et après, c'est juste en fait le support d'envoi qui change. Par contre, après, dans Odoo, il y a certaines choses qui vont changer puisque vous avez à gérer un certain nombre de choses qui permet de dire pourquoi on rejette une facture, qui ne permet plus forcément de remettre en bouillon des documents, puisqu'une fois que c'est envoyé, ça a une force légale, et force légale veut dire non modifiable. Ensuite, il peut y avoir donc des nouveaux champs qui peuvent apparaître à certains endroits, de nouvelles choses à enregistrer. C'est ce sur quoi on va discuter ensuite. Et puis, c'est tout, quoi, en fait. En termes de métier, ça change pas grand-chose, en vrai. Ce que ça va changer, c'est le fait que vous n'avez... Alors, attendez, je suis allé un peu vite. Ce que ça va changer, c'est le fait que quand les gens joueront le jeu complètement, vous allez recevoir directement les factures dans votre outil de comptabilité. Alors ça, c'est le cas dans Odoo, c'est intégré, donc forcément, vous allez recevoir directement. Après, sinon, vous allez les recevoir dans une plateforme agréée qui va être autre et qui vous permettra certainement de transférer les données à un logiciel de comptabilité, ce qui sera beaucoup moins facile. Enfin, en tout cas, ça sera moins fluide, quoi, tout simplement. Mais sur le principe, voilà, vous allez recevoir des factures et vous allez les mettre dans un outil de comptabilité. Voilà. Dans Odoo, c'est intégré. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors après, j'avais eu pas mal de questions par mail qui correspondaient à gérer les statuts, etc. En fait, voilà tous les statuts qui sont pris en charge. J'ai pas forcément tous les détailler, mais oui, forcément, c'est pris en charge, sauf des trucs qui n'ont pas forcément d'intérêt vraiment. Mais sur le principe, oui, Odoo gérera tous ces statuts, mais voilà tous les statuts. C'est qu'en gros, on dépose une facture, on les met dans la plateforme, il faut que ce soit reçu par une autre plateforme, il faut que les factures, elles doivent être mises en disposition, est-ce qu'elles sont prises en charge, est-ce qu'il y a un litige, est-ce qu'il n'y a pas de litige, est-ce que la facture est encaissée ou est-ce qu'elle est refusée. Bon, voilà, toutes ces choses qu'on faisait avant ont un pendant technologique qui va être transcrit dans la PA, quoi. Dans la plateforme agréée, pardon. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions, donc du coup, on va éventuellement passer sur une base de données test que j'ai faite. Alors après, j'ai pas forcément fait tous les tests, mais ça vous permettra de voir comment ça fonctionne. Encore une fois, dans Odoo. Et je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, qu'est-ce que ça fait dans Odoo? Alors, je vais partager un autre écran. Voici un autre écran. Là, donc voilà, j'aime mieux voir ce que je présente. Donc en fait, alors beaucoup de gens connaissent Odoo dans l'assistance, mais d'autres ne connaissent pas. Donc là, on est dans une interface d'une base de données classique dans laquelle on a un certain nombre de choses qu'on peut gérer.
des devis, de la comptabilité, etc., etc. On va pas aller refaire une démo de Odoo. Par contre, donc du coup, je vais vous montrer un peu dans Odoo. Donc évidemment, on a des journaux, on peut avoir des ventes et des achats. Donc, quand on paramètre sa plateforme agréée, eh bien, en fait, on a ce genre d'écran qui s'affiche, là, vous voyez, où on nous dit, bon, OK, exactement comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, du coup, ben voilà, on est inscrit sur une plateforme agréée. Donc là, on est en mode démo, évidemment, il n'y a rien qui part, mais sur le principe, donc du coup, vous avez une inscription qui est à partir de telle date, quelle personne s'est inscrite, et donc du coup, cette personne sera le contact. Éventuellement, si effectivement la personne contact change, ben, il faudra éventuellement, peut-être pour répondre à votre question, modifier cette adresse mail. Ça va dans un journal en particulier qui est paramétré pour recevoir des factures d'achat, là, en l'occurrence. Et puis, ben voilà, vous avez la possibilité donc d'activer les différentes options. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire au niveau du paramétrage de ce qu'on appelle APA. La difficulté vient après sur les problèmes de taxes proprement parler. Mais ça, c'est un problème lié au fait que tout est automatisé. Après, ben, quand on fait des ventes, ben, on a des factures. Donc, par exemple, ici, j'avais fait une facture brouillon, donc on vendait des choses. Ça a fait éventuellement des écritures comptables, tout ça, ça ne change rien. Vous voyez, y a rien qui est changé. Par contre, on a un partenaire ici. Donc, puisqu'il y avait des questions sur qu'est-ce que ça change, ben, voilà ce que ça va changer. Ça change le fait que, alors par exemple, en plus ici, c'est une vraie société, parce que sinon ça me posait des problèmes pour faire la démo, mais donc, évidemment, j'ai mis une adresse mail qui est fausse parce qu'au cas où ça partirait, je vais pas le faire. Mais bon, vous voyez, la personne ici, ben, c'est marqué qu'elle est dans l'annuaire. Voilà. Il y a un bouton pour vérifier. Bon, la personne est réellement dans l'annuaire. Donc, si on fait partir une facture, elle va vraiment la recevoir. Donc là, on va pas le faire, vous voyez, par exemple. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres partenaires qui vont éventuellement ne pas avoir vraiment d'existence. Donc, dans le groupe, hop, vous avez votre partenaire. Et puis là, bah, il n'y a rien là. Donc du coup, bah, on ne sait pas lui envoyer. Puis là, comme c'est des données fausses, forcément, on va pouvoir le faire, envoyer de factures. Mais sur le principe, on a un certain nombre de champs qui existent, qui vont être obligés d'être renseignés. Euh, les champs qui changent, c'est qu'on est obligé d'avoir le numéro de TVA intracommunautaire, obligé d'avoir le numéro sirène, sirette à disposition, parce que sinon, quels que soient les logiciels, ils ne vont pas savoir comment l'envoyer. Dans Odoo, par exemple, ici, il faut donner l'adresse de l'entreprise. Souvent, ça va être le numéro sirène, alors il ne va pas exister, donc prendre le bout qui est ici pour mettre un numéro sirène. Tiens, la société est censée être euh, peut-être dans l'annuaire. Ça vérifie, peut-être que ça existe vraiment en plus cette société. Et oui, ça existe vraiment, donc on va peut-être pas forcément envoyer non plus de données. Mais vous voyez, on a un certain nombre de champs qui sont disponibles et qui vont permettre de gérer cette partie-là. Donc là, l'envoi de facture, en fait, si on envoie une facture, évidemment ici, je vais supprimer l'adresse mail, le système vous demande d'envoyer une facture à un endroit. Donc, évidemment, je n'avais pas fini de la configuration. Et vous avez la possibilité, évidemment, d'envoyer par la facturation électronique, par mail, par la poste. Donc, si ça part par la facturation électronique, donc là, c'est en démo, donc ça ne va pas vraiment partir. Et donc, du coup, sur le principe, bah, en fait, ça part dans le circuit, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et pour vous, ça ne change rien. Ça crée des fichiers qui sont aux normes. Et pour vous, ça ne change absolument rien. Vous envoyez votre facture. Si vous voulez l'envoyer au service commercial par email, il n'y a pas de problème. Vous l'envoyez par la poste, il n'y a pas de souci non plus. Par contre, l'obligation, à partir du 1er septembre 2027 pour toutes les entreprises et à partir du 1er septembre 2026 pour les entreprises les plus importantes, et ben, ce sera de l'envoyer aussi et surtout via le système de facturation électronique française. Donc là, comme on est en démo, on peut envisager de le faire. Et là, bah, vous voyez que bah, du coup, la preuve par l'exemple, bah, il y a des choses qu'il faut renseigner.
j'avais beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il faut qu'on change. Bah, voilà, il faut qu'on change le fait qu'on n'a pas les numéros SIRET, on n'a pas les numéros SIRET. Peut-être qu'on doit avoir des adresses, récupérer les adresses que les gens ont choisies en face. Normalement, c'est l'annuaire qui le donne, mais en tout cas, c'est plutôt bien de paramétrer éventuellement à l'avance. Enfin bon, donc du coup, toutes ces données, elles devront être renseignées. Alors, comment on le fait? Dans Odoo, c'est assez simple. Il y a un truc qui permet de paramétrer automatiquement un partenaire. On appelle ça l'autocomplétion. En gros, ça coûte 6 centimes à chaque fois que vous appuyez sur cette touche. Vous faites ça, puis voilà, votre fiche client ou fournisseur est à jour, et donc vous avez toutes les données qui ont été mises à jour. Donc là, vous savez que ça va pouvoir partir, puisque vous avez normalement les choses qui sont à jour. Donc peut-être que la facture du coup était mal faite. Maintenant, si on refait cette action et qu'on envoie, ben, du coup, ça va partir. Et donc là, comme on est en démo, ça part pas, hein. Mais donc du coup, la facture est partie. Vous voyez. Pour ceux qui utilisent déjà Odoo, ça change rien en fait, hein. C'est juste que c'est juste qu'il y a un circuit de facturation qui est différent. Et ça gère donc du coup ces deux fichiers dont on a parlé tout à l'heure. Ce fichier-là, c'est un fichier sous un format informatique qui est lisible par les ordinateurs assez facilement. Puis bon, après, même un humain, après un peu d'expérience, peut le lire. Mais bon, sur le principe, voilà ce que ça fait. Euh, Quand une fois qu'on a envoyé une facture, en fait, vous voyez, on a du reporting qui se crée. Alors, par exemple, on a des ventes là qui sont créées et donc du coup, on a un reporting qui est prêt à partir. Et on a la liste des factures qui sont prêtes à partir, par exemple. Le e-reporting, c'est important de renoter cette partie-là. C'est une partie qui est indépendante de la facturation. Quelle est la caractéristique de ce e-reporting? Il y a deux cas principaux qui sont utilisables pour ça, en fait, enfin, en tout cas, qui sont prévus pour ce système-là. En fait, vous avez compris que tout à l'heure, on envoyait des factures, on recevait des factures. Ça, c'est valable quand on est une entreprise fournisseur et un client qui sont tous les deux assujettis à TVA. Là, il n'y a pas de problème. On envoie une facture avec de la TVA, ça passe par le circuit, on est en France, tout va bien, paf. Donc, une facture part, elle arrive chez le client. Le client la reçoit, la traite, voilà, tout va bien. La TVA est au milieu, elle est gérée, il n'y a pas de souci. Si c'est de la TVA sur encaissement, bah, à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir donc du coup d'autres circuits d'information. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle le e-reporting. Le e-reporting sert aux transactions internationales, par exemple. Là, par exemple, c'est une transaction qui est, on peut choisir, on peut voir la liste des transactions qui sont concernées. Donc là, il n'y en a qu'une. C'est une société allemande. Il y a quand même de la TVA, puisque il va y avoir une déclaration de TVA. On a de la TVA intracommunautaire, mais que dans la déclaration de TVA, ça doit être mis dans le chiffre d'affaires qui n'est pas soumis à TVA. Il y a une case pour ça. C'est la case E2. Donc, forcément qu'elle doit être remplie, cette case. Et comme elle doit être remplie et que l'État veut le savoir, ben, du coup, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, puisque cette personne est allemande, ne va pas recevoir la facture via la plateforme agréée liée à l'État français, elle va peut-être la recevoir via un autre système, mais en tout cas, elle ne va pas la recevoir via la plateforme agréée liée à l'État français. Et donc, du coup, il faut que l'État soit au courant du fait que vous avez du chiffre d'affaires qui est trans-européen. Et bien, c'est là qu'on rentre dans le e-reporting. La transaction fait partie de l'information qui dit nous avons eu des affaires avec des étrangers et donc du coup, on a un certain nombre d'opérations. Sachant que le e-reporting, en fait, comme vous le voyez, il a une date de début et de fin. C'est-à-dire que sur ces 10 jours, il va y avoir un recueil de toutes les informations concernant les opérations, pas forcément les noms des gens, hein, mais des opérations qui sont liées à des opérations qui ne sont pas soumises, enfin en tout cas pour lesquelles la facture n'a pas transité par la DGFiP. Donc il y a une information, et c'est ce qu'on appelle le e-reporting. L'information, c'est le chiffre d'affaires qu'on a fait avec des entreprises éventuellement étrangères. Deuxième type, on vend des biens. En tout cas, notre relation est essentiellement avec des clients particuliers. Il ne va pas y avoir le nom de tous les particuliers avec lesquels on a fait des transactions, mais par contre, dans la même période de 10 jours,
eh bien, en fait, on aura eu des opérations avec les gens, avec certainement des opérations qui sont soumises à TVA ou pas. Mais en tout cas, eh bien, ces opérations-là, elles feront partie de ce e-reporting. Voilà à quoi ça sert. J'ai quelques questions. Euh, une question à laquelle je n'avais pas répondu. Où inscrire le code d'adressage sirène plus suffixe? Bah, exactement au même endroit que tout à l'heure quand je vous ai montré. Alors, en fait, quand on s'inscrit, on dit quel numéro on veut utiliser. Et donc, du coup, il y a un numéro sirène. On peut mettre le numéro sirène, ça c'est par défaut, mais auquel on peut rajouter des codes. Et ça permet certainement de pouvoir adresser à différents endroits ou peut-être différents logiciels. Ça, j'ai un doute, mais sur le principe, normalement, on s'inscrit pour la réception à un seul endroit, mais bon, a priori, ça pourrait servir à ça. Et si le client a un endpoint différent, ça veut dire quoi un endpoint pour vous? Parce que, donc, si on reprend, j'avais pas vu vos questions en fait, là, tout de suite. Donc, si je reprends les clients, là, vous voyez, le endpoint, c'est ça en fait. Donc, si c'est pas son numéro sirène, ça va être machin, et donc, du coup, ben, c'est juste ça. Mais il faut juste renseigner en fait l'endroit où la personne que vous avez en face de vous veut recevoir ces factures. En fait, ça sert avant, dans l'ancien monde, qui est encore existant, on avait une adresse physique comme ça là. Et puis après, on a eu des adresses email. Et puis bah, maintenant, en fait, on a des adresses électroniques de facturation électronique. C'est exactement la même chose. Donc cette adresse-là, en fait, c'est celle que vous fournit l'entreprise ou que vous recevez via justement cette histoire d'annuaire des entreprises. Puisque l'annuaire, en fait, va se mettre à jour toutes les nuits. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin, il se met à jour toutes les nuits. Donc, du coup, les gens, au fur et à mesure qu'ils s'inscrivent, deviennent partenaires dans l'annuaire. Et donc, du coup, ils ont forcément un donné leur identifiant. Donc, c'est ça que vous allez recevoir. Et oui, il faudrait faire, si vous avez plusieurs adressages à faire, oui, c'est possible que vous ayez besoin de faire plusieurs fiches. Oui. Ça va forcément être une difficulté, mais s'il y a plusieurs adressages, ça peut être le problème, oui. Sachant que là, enfin, en l'occurrence, dans ce logiciel-là, effectivement, vous pouvez mettre un numéro SIRET à la fois, quoi. Donc là, si il y a UPS, je sais pas, Tatawin et UPS Paris, ben, il faudra peut-être mettre deux numéros SIRET différents, quoi. Et donc, deux adresses électroniques différentes. Je pense que je n'ai pas d'autres réponses plus simples à vous donner. Alors là, j'étais dans une fiche société, donc la question qui est posée, c'est si c'est ajouté dans la fiche contact de la fiche société. Alors, on va faire du Odoo pur, là, pour le coup. Mais ici, si vous faites un contact, tout simplement, qu'il soit un contact de facture ou autre, vous voyez que vous n'avez pas d'indication particulière. Alors, si je mets, hop là, je vais mettre un nom, peu importe, on s'en fiche. Si je fais ça, je vais vous montrer que ça va pas marcher ce que vous me dites, en fait. Donc, j'ai Fif, là. Alors, j'ai un client qui va s'appeler Fif. Donc, ce fameux Fif, qui est un contact, ici, je peux lui mettre un autre numéro sirène. Sirène, si je lui mets le 11, normalement, ça devrait fonctionner. Regardez, hein, même si j'ai un petit doute, mais si, oui, oui, ça peut fonctionner à cet endroit-là. Donc ça, première réponse, oui, ce serait possible. Mais comme c'est dans cet onglet-là qu'on a toute la partie PA, enfin, tout ce qui est lié à l'envoi de facture, bah, on est coincé. Vous voyez, société parente. Donc on en revient ici, et puis dans la comptabilité, on a ça et on n'a qu'un endroit. Donc la fiche contact n'est pas suffisante pour dans votre question.
Enfin, pour la démonstration. Bon, après, on va avoir largué tous les gens qui travaillent pas sur Odoo. Le sujet, c'était donc de vous montrer que une fois qu'on est inscrit, normalement, dans les logiciels qui fonctionnent normalement, le e-reporting, donc la partie qui est liée à toutes les autres transactions qui sont liées à des opérations entre entreprises qui sont assujetties en France, mais pas assujetties à l'étranger, toutes les opérations qui sont liées avec des particuliers et qui n'ont pas, pour lesquelles du coup il n'y a pas forcément de facture. En tout cas, la personne n'a pas à recevoir de facture. Elle peut en avoir une, mais elle ne va pas avoir de numéro d'inscription au niveau d'une PA. Là, on est dans le e-reporting. Quand c'est de l'échange de factures entre personnes qui sont liées à un numéro de TVA intracommunautaire, eh bien, du coup, là, il n'y a pas de problématique puisqu'on envoie des factures et donc, du coup, on n'est pas dans le e-reporting. On est dans l'envoi de factures. Après, j'ai pas forcément envie de vous montrer ma compta, mais je suis déjà en phase pilote et donc, du coup, j'ai pas mal de flux qui commencent à se faire. Mais sur le principe, y a rien, en fait, il n'y a rien qui change à part le fait que on doit rentrer beaucoup plus de données que ce qu'on avait avant à renseigner dans les fiches clients et y compris dans les fiches fournisseurs. Puisqu'il faut savoir que si vous n'avez pas mis toutes les données qui vont bien dans vos fiches fournisseurs, ben c'est pareil, vous n'allez pas forcément. Enfin, comment le logiciel va savoir que tel numéro correspond à telle entreprise, quoi, vous voyez. Donc, du coup, il vaut peut-être mieux avoir un certain nombre d'informations qui soient déjà renseignées. Alors ensuite, pour la refacturation aux collaborateurs de notre société. Alors là, en fait, on parle de notes de frais. Pour les notes de frais, honnêtement, c'est un casse-tête. Euh, pour le coup, c'est un vrai casse-tête et j'ai pas de réponse pour ce sujet. Si ce ne sont pas des notes de frais, je n'ai pas bien compris. La refacturation aux collaborateurs de notre société. Ah, c'est votre société qui facture à c'est votre société qui facture à un collaborateur de votre entreprise, bah, elle facture à un particulier. Donc, en fait, on retourne dans le e-reporting. En fait, la facturation électronique, comme je vous l'ai montré, il y a deux flux. Il y a un flux qui est la facture et un flux qui est le e-reporting. Le e-reporting, c'est toutes les transactions qui ne sont pas liées à une facture entre entreprises qui sont assujetties à TVA. Alors, pour tout ce qui est refus, etc., oui, il y a des statuts. Donc, du coup, est-ce que j'ai montré ça? Non. Mais on va pouvoir voir tous ces statuts liés aux facturations électroniques. Alors, normalement, on l'a ici. Voilà, statut de la facturation électronique, voilà. Donc, il y a des factures qui sont prêtes à envoyer, qui sont terminées. Des entreprises. Alors après, vous avez éventuellement donc différents statuts qui peuvent apparaître. Pardon, j'ai cliqué, j'aurais pas dû. Donc, ça apparaîtra éventuellement dans ce champ-là. Et puis, vous avez les possibilités de faire des filtres. Alors, sur cette base de données test, malheureusement, peut-être pas, mais vous voyez, vous avez des regroupements qui sont possibles, qui vous permettront de voir quelles entreprises, quelles factures sont dans des statuts qui sont cohérents, quoi. Alors après, j'ai encore une autre fois. Non, non, est-ce qu'on a un reporting ou une notification des factures refusées? Ben, comme je viens de vous montrer. Les reportings, je vous ai montré, c'est par tranche de 10 jours et après avec des délais d'envoi qui sont plus ou moins grands. Et après, la question, est-ce qu'il faut créer en tant que société et non comme contact de notre société les particuliers qui sont liés à votre entreprise, enfin les employés, puisqu'on parle toujours des employés. Ce sont des contacts dans votre base de données. Et dans les autres logiciels, bah, de toute façon, toute personne à qui on fait une facture doit être un contact enregistré quelque part avec toutes les données qui vont bien. Et donc, ça change. Quels que soient les logiciels, ça change pas. Vous avez forcément obligatoirement à renseigner l'ensemble de
toutes les références des clients. Avant, on avait déjà le numéro de TVA intracommunautaire qui était obligé et que beaucoup d'entreprises ne renseignaient pas chez ses clients ni chez ses fournisseurs. Là, maintenant, c'est même plus la question de savoir si c'est obligé ou pas. C'est que si vous le faites pas, en fait, votre facture, elle partira pas. Alors, les factures d'achat, évidemment, c'était ce que j'avais prévu. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'on avait des factures qui pouvaient arriver. Donc là, il y en a une, par exemple, qui est reçue. Je vais vous montrer un flux. J'ai préparé ça hier soir, en fait. Euh, c'est une base de données qui était multi-société. Donc, j'ai créé cette société-là, elle ne va pas l'utiliser parce que c'est une vraie boîte. C'était pour pouvoir avoir un vrai, une vraie facture. Comment ça va arriver dans votre base de données? Alors, euh, je vais vous montrer le fait que je vais vous partager autre chose et puis après, je reviendrai sur cette base. Hop, une fenêtre qui va être ça. Voilà. Donc, en fait, vous allez pouvoir recevoir des factures sous différents formats. Là, c'est la même facture qui est en PDF et une facture qui est en format XML. En fait, ce qui va être lu, c'est ce fichier-là, XML. Ça vient directement dans votre base de données. Donc, du coup, je vais simuler le fait qu'on reçoit cette facture-là au format XML et uniquement XML. On va même pas mettre le PDF. Comme ça vous permettra de voir ce que ça fait. Donc là, dans Odoo, peu importe, hein, là en l'occurrence c'est Odoo encore une fois parce que c'était ce qui me permettait de faire la démo. Mais sur le principe, c'est comme ça. Donc on va recevoir un fichier comme ça. Ça va pas arriver ça va pas arriver via cette interface-là. Ça va arriver. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer parce que de toute façon, je partage pas mon écran en entier. Il est trop grand. Euh, mais donc du coup, le fichier que je vous ai montré qui est en XML. Alors, il est où mon écran? Parce que du coup, je vois plus ma fenêtre. Alors, zut, annulé. Donc, mon écran, il est là. Je ne peux plus me montrer. Ah, voilà. Donc, j'étais dans ma base de données. Dans ce logiciel-là, je vais charger une facture. Là, il y a mon écran d'ordinateur qui apparaît. Donc, ça, vous ne pouvez pas le voir. Et donc, du coup, en fait, on reçoit par la plateforme agréée, on va recevoir ce fichier XML que je vous ai montré. Donc, quand on le reçoit, en fait, ça va donner exactement la même chose que ce que ça va faire là. On n'a que le XML, hein. Donc, on n'a pas reçu le PDF. Mais par contre, on a reçu un fichier qui est structuré intégralement. Alors, dans Odoo, qu'est-ce qui se fait? Ils ont décidé, ils ont raison, à mon avis, de retransformer le XML là en fichier PDF. Donc, c'est pas la vraie facture, si vous voulez. C'est pas celle que le fournisseur vous aurait envoyé avec son papier en tête, son machin, etc. Mais en tout cas, il y a toutes les données dedans. Alors, qu'est-ce que ça a fait? On sait que le fournisseur, c'est côté réparation. C'est son numéro de TVA intracommunautaire. S'il n'existait pas, il aurait été créé. On a la référence de la facture, sa date comptable, parce que du coup, on l'enregistre un petit peu en retard. Là, on est le 24, donc il enregistre une date différente. Il y a une échéance qui n'était pas indiquée, donc du coup, par défaut, c'est la même. Et puis, il y a le détail dedans. Alors après, c'est là qu'on voit que souvent, on nous dit les comptables, ils n'en ont plus besoin, puisque de toute façon, les ordinateurs vont tout faire. Et donc, du coup, vous voyez bien qu'ici, vous voyez, si vous êtes comptable un tout petit peu, vous voyez bien qu'ici, ça n'a rien à voir avec les comptes qui pourraient être utilisés. Donc, du coup, ça, on en a besoin. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir plusieurs plateformes? Alors, oui, puisqu'on peut en avoir au moins une de réception et une d'envoi. Ensuite, il n'y a plus que 5 minutes. Donc, si vous avez vraiment des questions qui sont importantes, il faudra éventuellement nous les poser via vos différents interlocuteurs. Et donc, du coup, à quel niveau la facture peut être refusée ou en litige? Ici, vous voyez elle est arrivée en brouillon. Et normalement, vous aurez des pop-up. Alors, si on la confirme, évidemment que elle est dite confirmée. Et après, normalement, vous allez avoir des pop-up en disant que vous voulez la refuser ou pas la refuser. Donc, du coup,
vous avez un certain nombre d'options qui vont apparaître à certains endroits. Honnêtement, c'est ici, si je l'annule, ça va pas faire grand-chose. Euh, on n'a pas encore pu tout tester, tous les cas d'usage. C'est prévu qu'on puisse le faire. Maintenant, comme on est sur une PA démo, forcément qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pas faites. Mais sur le principe, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Il y aura des informations qui seront disponibles pour pouvoir dire, ben, on refuse une facture, mais c'est pas forcément encore à jour sur les versions démo, forcément. Ça, malheureusement, il y a des choses qu'il faudra voir in vivo, comme on dit. On va apprendre de nos échecs mutuels. Ce que je voulais terminer aussi, c'était parce qu'il y avait des questions sur les cas d'usage de la facturation électronique. Il y en a beaucoup. La question qui se posait, c'est est-ce que la PA gère tous les cas d'usage? La réponse est oui, elle gère tous les cas d'usage. Mais il y a quand même une petite nuance. Au doux entreprise standard, pas forcément. Donc il y a des cas d'usage qui nécessitent parfois des développements en termes de logiciels dans la base de données pour pouvoir répondre à des cas un peu spécifiques. Euh, mais sinon, dans le standard qu'on a en règle générale, enfin, dans la plupart des entreprises, disons, commerciales, classiques, il y a réellement pas de difficulté particulière. Il peut y avoir des cas où quand vous avez déjà un contact avec un intégrateur, c'est que vous avez déjà des cas très spécifiques et donc du coup certainement qu'il y aura des choses à revoir dans le futur pour que tout se passe exactement comme prévu dans les cas d'usage. Alors sachant que comme on est en France, il y en a 44, je crois, des cas d'usage. Aux dernières lignes, enfin il y en a même 49 en fait. Donc la plupart des cas d'usage sont, sont soit déjà gérés en standard, soit c'est en réflexion parce que c'est des cas qui pourraient éventuellement arriver. Mais après, il y a des cas très spécifiques, de cas très complexes d'affacturage qui font que c'est pas géré systématiquement en standard exactement comme le veut le système. Enfin bon, à la base, c'est on a une facture, est-ce qu'on la règle, est-ce qu'on la règle pas. Après, il y a des opérations, j'aurais tendance à dire, de comptables qui gèrent les problématiques. Il est 15h28, on avait prévu jusqu'à 15h30. Donc, si vous avez quelques questions complémentaires ou des commentaires à faire, je vous invite à le faire maintenant. Moi, mon sujet, c'était surtout de vous montrer que ça ne changeait pas forcément grand-chose dans votre métier de base, hein. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui fait des devis et des factures va continuer à faire des devis et des factures. Et puis, quand il y aura des problèmes liés au fait que les fichiers sont pas bien remplis, enfin, les fiches sont pas bien remplies, bah, il y a des messages d'alerte et il faudra donc du coup mettre à jour les fiches clients et fournisseurs au fur et à mesure des besoins. Alors, en cas de rejet de notre facture, devrons-nous forcément établir un avoir ou une nouvelle facture? Alors, ça, c'est la problématique à la fois juridique et commerciale. J'aurais tendance à dire que ça dépend. Mais la plupart du temps, vous serez forcément obligé de faire un avoir et une nouvelle facture, puisque comme je vous l'ai dit, il y a toutes les chances que la facture ne soit pas, enfin qu'on puisse pas la remettre en brouillon, en fait, une fois que vous l'aurez envoyée. C'est un peu différent du flux fournisseur, mais le flux euh, vente, en fait, enfin, on est censé même avoir du hashcode en France, hein. Donc très peu de personnes ne le font, mais en fait, une fois qu'on a envoyé une facture à un client, normalement, on ne peut pas la modifier. Donc, du coup, la seule façon de faire, c'est un avoir et une nouvelle facture. Ça, si on veut rester réellement dans les clous. Et là, avec la plateforme agréée, à mon sens, enfin, en tout cas, avec la facturation électronique vue par la France, depuis, on n'aura pas le choix. Je vous écoute. Le mieux, c'est de mettre un message. Je ne peux pas me permettre
mettre un micro à quelqu'un alors que je l'ai pas mis à qui que ce soit d'autre. Si vous voulez, vous pourrez me passer votre question en privé. Si des ventes B2C sont saisies manuellement par import, est-ce qu'on se retrouvera dans le e-reporting? Bah, si les factures sont enregistrées à la manière d'Odoo, oui. Alors, évidemment qu'on peut mettre une facture en brouillon. D'ailleurs, elle est en brouillon tant qu'on ne l'a pas envoyée à quelqu'un. Euh, En fait, une facture, elle peut très bien même avoir été validée, mais tant qu'elle n'est pas envoyée, on peut la remettre en brouillon. Sauf si on a réglé le système pour que ce soit euh, verrouillé d'un point de vue informatique, ce qui est normalement le cas en fait. Dans le cas dans le cabinet, c'est ce que j'ai fait. C'est hyper bloquant. En sous-traitance, dois-je envoyer les factures à mon donneur d'ordre par la plateforme avec TVA en auto-liquidation? Alors, si vous êtes en sous-traitance BTP, si j'imagine bien que ce soit ça, bah, votre facture, elle sera émise à quelqu'un qui est soumis à TVA, donc forcément à votre client, et ensuite, enfin soumis à TVA ou pas d'ailleurs, mais en tout cas à votre client, avec marqué 0 de TVA, avec des paramétrages que j'ai pas pu vous montrer parce que c'est assez lourd, mais sur le principe, il y a des paramétrages qui sont à faire. J'ai un tableur qui se met à jour tous les mois avec les 15 000 cas de TVA non collectés. Donc du coup, bah, il faudra envoyer les factures comme d'habitude. Après, pour ce qui est du paiement, etc., ça fait partie des choses qui sont un peu lourdes à gérer, mais qui se gèrent comme avant, en fait, finalement. Et puis, est-ce qu'il y a un délai pour valider les factures? Ben, comme avant, en fait. Et est-ce que le logiciel permet de vérifier qu'elle partira sans rejet? En fait, il faut déjà qu'elle soit conforme. Si la facture elle est conforme, il y a déjà la possibilité que la facture soit correctement reçue. Si la facture n'est, enfin déjà votre fiche client n'est pas bien renseignée, déjà elle ne pourra pas partir. Ça, c'est la base. Ensuite, la facture, elle ne peut être rejetée légalement, j'aurais tendance à dire, dans une relation normale, commerciale, que si elle ne correspond pas à un contrat. Donc, bon, après, on est toujours dans le même problème, en fait. Finalement, une facture qui était en PDF, qui était envoyée, jetée à la poubelle, elle était rejetée, personne ne le savait. Une facture qui arrivait par courrier, mise à la poubelle, elle était rejetée, on ne savait pas, ou alors on avait un lettre d'avocat. En fait, ça ne change pas grand-chose, c'est juste qu'il y a une action éventuelle informatique qui sera disponible quand tout sera mis en place, quoi. Et donc, il n'y a pas de certitude qu'une facture ne soit pas rejetée, parce que le logiciel, il ne sait pas si c'est valable ou pas, en fait, cette facture. Si vous faites une facture de 10 000 euros à quelqu'un qui s'attendait à une facture de 2, il va la rejeter, c'est sûr, mais ça, le logiciel, il ne sait pas. Il pourra juste vérifier qu'elle est conforme, quoi. Enfin, conforme dans un point de vue, informatique, quoi. Il y a un point de conformité qui est important quand même, c'est que chaque ligne doit avoir une taxe. Et une seule. Je vais peut-être vous inviter donc du coup à conclure ici. Euh, je vais voir hop là, le nom des personnes. Ici, je vais donner le micro quand même à Madame Boulet, qui peut peut-être reprendre le micro d'ailleurs, parce que moi je peux le couper, mais je peux pas forcément le remettre. Et comme ça, elle pourra peut-être faire un mot de conclusion. Bonjour à tous. Merci Pascal pour ton intervention. Je pense qu'on a permis de revoir un peu tous les flux, de voir comment aborder les choses. Alors effectivement, on ne peut pas aller au-delà parce qu'aujourd'hui, le 1er septembre, c'est pas aujourd'hui, on en saura plus. Aujourd'hui, il y aura quand même au départ très peu de factures fournisseurs parce qu'il faut que les entreprises fassent plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Voilà, et de toute façon, on reste nous en support et l'éditeur, bien entendu, est là également pour le côté, je parle bien de Odoo,
sur l'accompagnement sur ça. Voilà. Donc, pour l'instant, on ne pourra pas vous en dire davantage, mais on reste disponible pour répondre à vos questions. Et pour les clients Subteno, en tout cas, il y a votre chef de projet qui reste disponible. Et on est là tout l'été, donc n'hésitez pas à envoyer un ticket. Et du côté de Pascal, de contacter directement M. Gouillet si vous avez d'autres questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Vous êtes assez nombreux. Donc voilà. Il y a encore une question quand même. Est-ce que les correctifs sont en MEP? Je ne sais pas ce que ça veut dire pour Mise les en production. fractures. Pour les mises en production sont pour les fractures devant éditer, soit conformes et non rejetés par PayPal. Ça, Alors, de notre il y côté, aura nous, peut-être des questions à répondre plus tard, peut-être par mail ou autre. Voilà. Oui, nous, aujourd'hui, on met à jour régulièrement et vous serez notifié régulièrement de toutes les mises à jour de cet été qu'on fera pour nos clients par rapport aux évolutions qu'il peut y avoir côté Odoo. Voilà. En tout cas, merci à tous. On doit arrêter. Oui, c'est ça. Voilà, il y a d'autres réunions qui sont prévues. Un grand merci à tous, un bon week-end. Et puis pour ceux qui sont bientôt en vacances, bonnes vacances. Et merci d'avoir été présent. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.